Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal version française sur Viva en ce jeudi 12 mai 2022. Merci de nous rejoindre pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour et en premier lieu, le rapport du Conseil des ministres d'hier, la mise en œuvre du plan de développement agricole sera accélérée afin d'assurer l'autosuffisance alimentaire de Madagascar, d'après le président de la République, dans une lettre adressée au Premier ministre, chef du gouvernement et les membres du gouvernement, une lettre dans laquelle il a particulièrement mis l'accent sur la promotion du secteur agricole et le secteur de la pêche. Reportage. Le monde entier connaît des difficultés et des revers suite à la pandémie de Covid-19, le changement climatique, et voilà à présent que nous subissons les impacts de la guerre en Ukraine. Madagascar n'en est pas épargné. En plus, le pays a également été confronté à l'intensité de 4 cyclones, rien que pour cette année, où 1500 habitations sont détruites à Madagascar suite au passage de ces cyclones, mais également des établissements scolaires, médicaux, des cultures ont été ravagées. Les dégâts cycloniques impactent directement le quotidien de la population malagasy. D'un autre côté, la sécheresse est intense dans le sud de Madagascar. Le redressement s'avère nécessaire dans plusieurs secteurs, dont la sécurité alimentaire, définie dans le VELRA numéro 9, qui est l'autosuffisance alimentaire, et l'amélioration de la production agricole. Le contexte mondial actuel ne fait que renforcer l'importance de cet objectif. Le plan Émergence Madagascar définit l'application de la politique de développement en Madagascar, mais le plan national de redressement met en œuvre la reconstruction du pays et la relance économique. L'autosuffisance alimentaire, la résilience de la population rurale et le développement industriel sont prioritaires. 3 grands points sont à prendre en compte dans le cadre de l'atteinte de cette indépendance alimentaire. Le développement agricole, de l'élevage et de la pêche et la valorisation des ressources halieutiques. Le président de la République, à travers cette lettre, exprime sa volonté à venir en aide aux 80% de la population malagasy qui vivent au milieu rural. Les efforts de chacun à améliorer ce secteur sont considérables. Il est du devoir du chef de l'État de veiller à la qualité de la vie des Malagasy et de chaque ministre de réaliser des stratégies et de proposer des solutions pour améliorer cette qualité de vie face à cette crise. Il est temps de changer de stratégie et d'accélérer le développement dans les secteurs agricoles. Tout un chacun doit être plus performant, a ordonné le président de la République. De nombreux projets sont déjà en cours à travers l'île pour étendre les surfaces à cultiver et augmenter les rendements du riz, non seulement pour l'autosuffisance alimentaire, mais également pour refaire de Madagascar un grenier risicole de l'Afrique comme dans les années 70 et 80. Madagascar dispose de 36 hectares de surface cultivable, mais seulement 8% sont exploités à l'heure actuelle. La production est également en faible quantité, 2,6 tonnes par hectare. L'objectif est de produire 500 000 tonnes supplémentaires. Mis à part la surface de 100 000 hectares de Bamanguk, il est encore nécessaire d'aménager 270 000 hectares pour accroître la production. La production de manioc devrait également être exploitée. Il est tout à fait possible d'en produire 40 tonnes par hectare en réponse au kéré qui sévit dans le sud. Des nouvelles races de vaches vont également être introduites dans le pays, à l'instar des 165 vaches normandes importées dans le cadre de l'élevage à grande échelle ou feedlot. Mais les centres de recherche comme le Foufafi doivent être bien équipés pour parvenir à tout cela. Les chercheurs de la Foufafi qui ont déjà déclaré en février avoir fait des recherches prometteuses sur une variété de riz productif en peu de temps. Il faut également faciliter l'accès au financement agricole et aux matières premières et équipements des agriculteurs pour accroître la productivité régionale afin de répondre aux besoins alimentaires, promouvoir l'agribusiness et l'exploitation agricole par l'octroiement des titres verts. Il en va de même pour les systèmes et réseaux d'irrigation qui permettent la création de nombreuses nouvelles surfaces cultivables. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage devrait élaborer rapidement un plan dans un proche avenir. Pour la réalisation de ces projets, il est aussi nécessaire d'organiser une conférence nationale pour établir le plan national de développement du secteur agricole pour la sécurité alimentaire de Madagascar. Un plan qui définira les objectifs, les besoins et les résultats attendus. Ce plan sera soumis avant le 26 juin 2022.
Et toujours dans ce cadre, 189 périmètres irrigués vont être entièrement réhabilités et construits pour cette année. Une stratégie adoptée pour parvenir à l'autosuffisance alimentaire dans le cadre du renouvellement de la stratégie nationale de la production rizicole, d'après les explications du ministère concerné ce jour à Avarachatanmour. La plupart des périmètres actuels datent de la colonisation, ce qui ne satisfait pas la demande actuelle face à la croissance rapide de la population. Ça, Sylvain, et c'est Madagascar vise l'autosuffisance rizicole, l'expansion des périmètres irrigués sur toute l'île et la stratégie sûre pour y parvenir. Une stratégie actuellement utilisée pour mettre en place un nouveau grenier rizicole à Madagascar, selon le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ce jour. Durant les 3 dernières saisons agricoles, Madagascar a enregistré annuellement une augmentation de la production agricole de 5%, nous multiplions les efforts en ce sens, toujours d'après le ministre. Chaque périmètre aura son propre budget, l'augmentation de la production dépend entièrement de l'entretien de ces infrastructures. Les agriculteurs peuvent même cultiver 3 fois en une saison, uniquement dans ce sens. Par ailleurs, les techniques de production proliférantes seront vulgarisées, toujours d'après les explications. La ligne du transport par câble ou TPC reliant Anous à Mbadbé ne passera plus au-dessus des édifices et des écoles catholiques environnantes. Le Conseil des ministres d'hier a validé que le projet sera déclaré d'utilité publique et la ligne orange a connu une modification suite aux recommandations ou doléances de CTE et des personnes concernées par le projet TPC. De plus, le projet présidentiel a obtenu son permis environnemental et des travaux peuvent commencer selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat durant une conférence de presse auquel Nadera Koutouma et Nzara Radjiansou ont assisté. La ligne orange reliera toujours Anous et Mbadbé, mais son tracé a connu des changements suite aux recommandations du comité technique d'évaluation ou CTE au sein de l'ONE et aux demandes des personnes concernées. Il a été décidé que le tracé passera d'Anous vers Souarane pour éviter les difficultés techniques liées à la mise en place du tracé entre Anous et Mbouzatouf. Pour la gare Souarane, elle a été choisie afin de relier la gare de TPC à la gare du train urbain dans la zone de la gare en question, non loin de la petite vitesse, et pour éviter les difficultés techniques que pourrait cacher l'édifice de la gare Souarane. Une gare sera mise en place au niveau de l'Artec en face de la City et reliera directement à Kourndjan au Coliseum sans passer par la Villa Elisabeth, tout en approchant de la voie publique, notamment la route des hydrocarbures et la réserve d'emprise de 30 mètres pour celle d'un Kourndjan. Une bretelle sera mise en place entre Souarane et Antananarivo, étant donné que cette ligne n'a pas de transport en commun. Recommandations de cahier des charges établis par l'ONE en ce qui concerne vraiment le permis environnemental, parce que le projet a reçu déjà le permis environnemental, mais il y a des recommandations qui doivent être respectées. Donc pour le respect des édifices comme en Doual, en face des cathédrales, le passage sur Saint-Michel, le passage sur le collège Escantanmé, tout ça, ne sont plus donc dans les nouveaux tracés. La ligne orange sera constituée de 7 gares avec 50 pylônes dont la plupart seront mises en place sur les terrains domaniales. Pour les terrains privés concernés, le SENVH fera une approche particulière auprès des propriétaires des lieux selon les explications. Selon le Conseil des ministres hier, les taxes et impôts relatifs à l'importation des matériels et équipements nécessaires pour la construction du projet sera recouvert par l'État, étant donné que le projet TPC est déclaré d'utilité publique. Dans la foulée, le responsable des travaux affirme que le TPC est une solution pour faciliter le transport dans les grandes villes. Le transport par câble est bien le moyen de transport le plus sûr au monde. Il faut savoir que nous sommes avant tout un moyen de transport, que nous obéissons à des règles strictes, qui sont des règles établies par certains organismes. Et pour nous, la priorité, c'est avant tout la sécurité, parce que notre mission première, c'est d'être capable de transporter des gens d'un point A à un point B dans un confort absolu et dans des délais qui sont maîtrisés. La ligne orange est longue de 8,8 km et le trajet se fait en 34 minutes. Concernant la ligne verte reliant Anous à Nkats, un nouveau décret sera bientôt mis en vigueur pour définir le tracé selon les explications.
Et sur un tout autre sujet, une perte de 1880 milliards d'ariary a été enregistrée à cause du blanchiment d'argent, selon le rapport du SAMIFIN ce jour. Le secteur aurifère ainsi que le secteur de l'importation et de l'exportation sont les principales concernées par ce blanchiment d'argent. Quant au nombre de documents suspects traités par le SAMIFIN, il est passé de 174 en 2020 à 82 pour 2021 d'après Rousrissel Arakoutmalal. Les pertes causées par le blanchiment d'argent ont été de 1880 milliards d'ariary en 2021, une somme qui a connu une augmentation par rapport à l'année précédente car elle s'est levée à 578 milliards et 139 millions d'ariary en 2020. Le trafic illicite d'or représente 66% du blanchiment d'argent. Il est opéré à Madagascar, à Dubaï, en Inde, en Russie et en Allemagne. Selon le rapport du SAMIFIN, certaines de ces personnes sont des ressortissants malagasy, des hommes politiques et des ressortissants européens et indiens. En outre, 30% du blanchiment d'argent provient de l'importation et de l'exportation de marchandises par le biais de fraudes dans les transactions financières et les infractions au code de change. Ces criminels le font à Madagascar et en Chine. Le traitement des dossiers liés à la déclaration d'opérations suspectes ou DOS a en revanche diminué pour 2021. Il est passé à 82 alors qu'elle était de 174 en 2020. 22 d'entre elles ont été classées sans suite faute de preuves. Par ailleurs, 25 cas ont été signalés au PAC et 2 autres aux tribunaux de première instance de Touamasn et Noussibé. Les jeunes diplômés doivent créer leur propre entreprise dans le cadre de la lutte contre le chômage à Madagascar. Mais les jeunes entrepreneurs manquent de moyens, surtout financiers, et ont difficilement accès au marché. L'AUF, ou Agence universitaire de la francophonie, a donc mis en place une formation entrepreneuriale pour contribuer à cette lutte. Fin de Jason Emerai sur les images de Yves Chanel. Plus de 20% des jeunes n'arrivent pas à intégrer le monde du travail après leurs études. Mais encore, la plupart de ceux qui arrivent travaillent dans un secteur hors des études qu'ils ont effectuées. Les jeunes diplômés doivent créer leur propre entreprise à la fin de leurs études pour lutter contre le taux de chômage à Madagascar. L'entrée des jeunes dans le secteur entrepreneurial contribuera également au développement économique du pays. Pour aider les jeunes à créer leur propre entreprise, l'AUF, ou l'Agence universitaire de la francophonie, a organisé une formation et un concours sur le thème de l'entrepreneuriat pour permettre aux gagnants de remporter 10 millions d'ariary pour la réalisation de leurs projets. Chercher un travail un peu partout dans les différents centres. Ça veut dire qu'ils peuvent trouver des stages, ça veut dire qu'ils peuvent échanger avec des étudiants qui sont comme eux, mais qui se trouvent dans d'autres pays. Et ce qui va les lier, c'est la langue française, puisque ça sera toujours des étudiants qui parlent la langue française dans ces différents pays. Voilà, donc une aide à l'insertion professionnelle, des concours et une internationalisation des jeunes francophones. Dernier point important à vous dire que nous proposons aux étudiants, c'est la création de clubs étudiants francophones. La plupart des entreprises ont connu des difficultés durant la crise sanitaire, mais une minorité d'entreprises a pu se promouvoir et se développer malgré les difficultés, selon les témoignages d'un entrepreneur dans le secteur de l'esthétique. Aujourd'hui, la crise sanitaire a permis à cette entreprise d'approcher les investisseurs privés pour se développer. Dans la foulée, elle s'investit également dans la formation des personnes vulnérables et le recrute dans son entreprise, selon toujours ses dires. Reportage de Nadera Koutouma, Approcher des investisseurs est une des solutions choisies par certaines sociétés pour promouvoir et développer leur activité. Pourtant, en cette période de crise, il est difficile pour les sociétés d'investissement de bien choisir les entreprises à impact et dans lesquelles il est raisonnable d'investir. Pour ce faire, il faut plusieurs critères selon un responsable d'investissement, notamment une société qui existe depuis au moins 3 ans. Elle doit également créer de l'emploi et peut se développer à travers divers projets, mais aussi que cette société ait des impacts sociaux et environnementaux dans le pays. Il est important qu'elle soit formelle et paie régulièrement ses impôts, selon toujours les explications. Parmi les entreprises qui ont pu convaincre un investisseur figure une société qui œuvre dans l'esthétique. Elle a pu se développer durant la crise en générant divers projets, notamment l'ouverture de 3 filiales. Pendant la crise, j'en ai profité pour motiver mes équipes
à se former, à se positionner dans leur domaine. Par la suite, le fruit des efforts consentis par mon équipe et moi-même nous a permis l'ouverture d'un deuxième salon et d'un troisième salon successivement pendant la crise. Dans la foulée, cette entreprise accompagne les personnes de couches les plus vulnérables en les formant et en les recrutant au sein de la société, selon toujours les explications. 12 candidats sont qualifiés pour la prochaine étape de l'émission de C'est toi le chef, une émission exclusive sur Viva. La première sélection s'est tenue ce jour. À noter que C'est toi le chef entre dans le cadre de la célébration de la fête des mères. Les participants sont donc uniquement des mamans. Reportage. C'est par amour pour la cuisine, mais également pour acquérir des compétences culinaires que ces mamans ont décidé de participer à cette émission C'est toi le chef, d'après leur dire ce jour. Stéphanie, l'un des organisateurs, a expliqué que les participantes doivent encore passer par beaucoup d'épreuves jusqu'au mois de juin. Néanmoins, la première diffusion est programmée pour le jour de la fête des mères. La première sélection a eu lieu aujourd'hui. 12 candidates ont été retenues pour la prochaine étape de la compétition. Et concernant les actualités internationales à présent, l'Agence européenne de la sécurité aérienne a annoncé mercredi 11 mai la levée à compter du lundi 16 mai de l'obligation de porter un masque dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne, décrétée à la suite de la pandémie de Covid-19. Reportage de France 24. Derniers endroits où il était encore obligatoire. Dans le métro, le train, l'avion, le masque, c'est bientôt fini. La nouvelle n'a pas surpris beaucoup de Parisiens croisés dans les transports aujourd'hui. Il y avait même plein de gens qui ne le mettaient plus. Il y avait plein de gens qui respectaient même plus leurs règles. Du coup, franchement, autant l'enlever directement, ce sera plus simple. J'ai eu une fois le Covid, ça s'est bien passé. Donc si je ne suis pas obligé de le mettre, je ne le mettrai pas. Un avis peu partagé. La plupart des usagers affirment qu'ils continueront de le porter. Je suis une personne très fragile, donc j'ai pas envie, les hospitalisations ne m'intéressent pas trop. Donc je pense que je vais continuer à le porter. Je suis habituée depuis 2 ans à le porter, donc je vais conserver les bonnes habitudes, voilà. C'est l'amélioration de la situation épidémiologique qui justifie cet assouplissement. Il suffit de regarder la courbe du nombre de contaminations en moyenne par jour pour voir qu'on est très loin du pic de janvier dernier. Ce qui est vraiment important, c'est que les gens qui sont malades, qui ont des symptômes ou qui sont cas contact d'un malade, eux le gardent parce que pendant quelques jours, ils peuvent être contagieux pour des personnes plus vulnérables et moins bien protégées. Sur les vols en Europe et dans tous les autres types de transports publics, le masque deviendra donc une option plus une obligation lundi. Il reste en revanche obligatoire à l'hôpital, dans tous les lieux de santé et dans les... La Chine a justifié l'arrestation à Hong Kong d'un cardinal catholique âgé de 90 ans en vertu de la loi sur la sécurité nationale, un acte qui a suscité l'indignation de la communauté internationale et accru l'inquiétude quant à l'aggravation de la répression dans le centre financier. La chanteuse Denio, militante des droits LGBT, l'avocate Margaret et l'universitaire Hui Pengkeng ont également été interpellés. Plusieurs défenseurs des droits humains considèrent que ces arrestations, c'est un signe de plus que la reprise en main de Hong Kong par Pékin va s'intensifier sous le mandat de John Lee. Il a été élu à la tête de l'exécutif hongkongais dimanche, mais il s'agit plus d'une nomination que d'une élection, puisque c'était déjà le seul et unique candidat, et ensuite que tout le comité électoral avait été approuvé au préalable par Pékin. John Lee l'avait dit, sa priorité, c'est d'appliquer les lois contre la trahison, la sédition, la collusion, autrement dit contre toute forme d'opposition politique. C'est effectivement un ancien policier et il a toute la confiance de Pékin parce qu'en 2019, il était à la tête de la sécurité hongkongaise et donc à la tête de la répression souvent violente des manifestations pro-démocratie de l'époque. 3 sages-femmes ont été condamnées mercredi 11 mai par un tribunal sénégalais à 6 mois de prison avec sursis pour non-assistance à personne en danger après le décès dans un hôpital public d'une femme enceinte ayant vainement attendu dans de très grandes souffrances une césarienne dont le sort tragique a bouleversé le pays. Toujours un reportage de France 24.
Nous ne pouvons pas contester la décision du tribunal pour l'instant, malgré notre désaccord face à cette décision. Nous ne sommes pas satisfaits. À notre arrivée à l'hôpital, le personnel médical lui a fait une perfusion et après les sages-femmes l'ont abandonnée. Elles n'ont rien fait jusqu'à 5 h du matin et elle est décédée sans recevoir d'autres soins ou assistance. J'ai fait ce que je devais faire. Le vrai combat était de montrer à la face du monde qu'il y a un réel problème de prise en charge des patients dans les hôpitaux sénégalais et j'y suis parvenu. Ma seule victoire, c'est de pouvoir dire tout haut ce que tout le monde dit tout bas. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Restez sur Viva car peu de temps après ce journal, vous avez rendez-vous avec la série Truth Be Told. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée sur Viva.